Aujourd'hui, l'humanité a deux priorités. Trouver de nouvelles ressources énergétiques et contrôler le réchauffement climatique. Alors qu'on tente de ralentir les émissions de CO2, un nouvel acteur de la famille du carbone vient d'apparaître, les hydrates de méthane. C'est une glace capable de s'enflammer car elle contient du méthane. Le même gaz qui permet de mitonner les plats de centaines de millions de terriens. Ces hydrates, présents dans les océans et dans les terres gelées de l'Arctique, représentent une ressource énergétique colossale qui excite désormais les convoitises. C'est l'un des plus grands réservoirs de méthane sur Terre. Le gaz contenu dans les hydrates est pour certains l'énergie du futur. Le Japon met tout son poids technologique pour parvenir à les exploiter. Mais le méthane est aussi un gaz capable d'aggraver le réchauffement climatique. Si ce méthane parvenait dans l'atmosphère, nous ne pourrions pas vivre sur cette planète. Il y ferait bien trop chaud. La concentration du méthane dans l'atmosphère a considérablement augmenté depuis le début de l'ère industrielle. Elle a doublé en 250 ans. Si le CO2, ou gaz carbonique, est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement, vient aussitôt après le méthane. La forme sphérique de sa molécule, avec un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, permet de stocker entre 20 et 25 fois plus d'énergie. Molécule par molécule, le méthane va être un gaz qui va plus contribuer à l'effet de serre, environ une vingtaine de fois plus que le CO2. Ce qui nous sauve quelque part, c'est qu'il y a moins de méthane que de gaz carbonique dans l'atmosphère. Les activités humaines sont largement responsables de l'accroissement récent du méthane dans l'atmosphère. Les principaux pourvoyeurs sont les industries des États-Unis, de l'Europe, de l'Inde et du Sud-Est asiatique. D'autres émissions importantes proviennent des zones marécageuses de Sibérie, d'Indonésie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, en raison des feux de forêt et des élevages de bovins. Mais le méthane est surtout massivement présent au fond des océans, sous la forme solide des hydrates de méthane. Ces hydrates de méthane représentent 40 fois le volume de méthane actuellement présent dans l'atmosphère. On en trouve beaucoup dans l'océan Arctique, qui s'est réchauffé de près de 3 degrés au cours des 30 dernières années. Quelques degrés de plus, et les hydrates pourraient fondre et laisser échapper tout le méthane, qui viendrait à son tour aggraver le réchauffement. En 2008, une mission scientifique anglaise part dans l'Arctique vérifier si du méthane est déjà en train de s'échapper du fond de l'océan. Avant cette expédition, personne n'avait jamais détecté le moindre signe, acoustique ou autre, indiquant la présence de fuites de gaz sur le fond marin. Nous cherchions toutes sortes de preuves, dont la présence de gaz dans le sol, à l'aide de techniques sismiques. Pour que les hydrates de méthane restent sous forme de glace au fond des mers, la température doit être basse et la pression forte. Ces conditions qui permettent de maintenir la stabilité des hydrates sont présentes jusqu'à environ 400 mètres de profondeur. C'est cette limite qui risque d'être modifiée par l'augmentation de la température des océans. La mission va se concentrer sur cette zone. On a supposé que du gaz pouvait provenir du plancher océanique et que la zone la plus probable devait être la zone de stabilité des hydrates, cette zone où la pression et la température lui permettent d'être stables à l'état solide. Nous y avons concentré nos recherches en utilisant un échosondeur multifaisceau et un sonar à haute fréquence, utilisé généralement pour la pêche. C'est justement avec cet appareil que nous avons détecté les premiers panaches de bulles s'élevant du plancher océanique. À notre plus grande surprise, nous en avons d'ailleurs vu un dès le premier jour. Au total,
c'est presque 300 panaches de méthane qui sont découverts, dont beaucoup sont alignés sur la zone critique des 400 mètres. Au même moment, de très nombreux panaches de méthane sont observés dans un autre endroit de l'océan Arctique, au nord de la Sibérie. Les conclusions de ces recherches paraissent dans la revue Science et alarment les médias. Selon les modèles climatiques, une fonte rapide de ces hydrates de méthane augmenterait sévèrement la température de l'atmosphère, au point de mettre en cause la vie des hommes sur Terre. En 2011, la situation s'est encore aggravée. Dans l'atmosphère, il y a toujours plus de méthane et de CO2. Les scientifiques retournent dans l'Arctique sous la direction de Ian Wright, du Centre national océanographique anglais. Ils doivent répondre à plusieurs questions. Les fuites de méthane sont-elles toujours actives, voire plus actives? Et les bulles de méthane atteignent-elles l'atmosphère? Tous les signes et tous les modèles climatiques suggèrent que l'Arctique va se réchauffer plus rapidement que le reste du monde. Or, si l'atmosphère se réchauffe, l'océan va à son tour se réchauffer et il y a de fortes chances pour que le plancher océanique se réchauffe lui aussi. Le réchauffement des sédiments va modifier la pression et la température, et ces hydrates de méthane, qui étaient à l'état solide, vont se transformer en gaz. Ce dernier va se répandre dans l'océan et finalement dans l'atmosphère. Nous allons essayer au cours de cette expédition de comprendre comment le gaz est libéré et d'évaluer les écoulements de gaz qui s'échappent du plancher océanique. Et surtout, de voir si une partie de ce méthane parvient jusque dans l'atmosphère. Voilà la position. Le pilote du James Clark Ross positionne le navire à l'endroit même où des panaches de méthane avaient été cartographiés par Graham Westbrook 3 ans plus tôt. Les techniciens déploient aussitôt des instruments pour aller reconnaître et cartographier le fond de la mer du Svalbard. Dès les premières investigations, ils constatent la présence de nombreux panaches de bulles. Les recherches pour mieux connaître les échappées de méthane peuvent maintenant commencer. Nous sommes à 372 mètres de fond et nous pouvons voir un écoulement continu de bulles s'élevant du plancher océanique. Nous faisons deux choses. D'abord, nous évaluons la vitesse à laquelle les bulles s'élèvent dans la colonne d'eau. Ensuite, nous mesurons la taille des bulles pour déterminer le rapport taille-vélocité, image par image. À partir des données visuelles et des données acoustiques d'un seul panache, nous pouvons estimer l'écoulement de méthane qui se dégage du plancher océanique. Grâce à un échosondeur, Ian Wright espère voir si les panaches de bulles de méthane atteignent la surface. C'est très intéressant. On peut voir toute une série de panaches. Ici, à un peu moins de 400 mètres, on voit 1, 2, 3, 4, 5 panaches de bulles. Ces panaches représentent du méthane qui s'élève dans la colonne d'eau. C'est le plus grand de ceux que tu as vus ce matin? Oui, probablement. Celui-ci s'élève à au moins 200 mètres et on voit de légères traces monter jusqu'à 100 mètres. Information majeure et soulagement. Les panaches de bulles observés à la limite supérieure de la zone de stabilité des hydrates n'atteignent pas la surface de l'océan. Et si les bulles n'atteignent pas la surface, le méthane ne parvient donc pas jusque dans l'atmosphère. Mais alors, que devient-il? Comment s'explique sa disparition? Rachel James va chercher à répondre à ces questions en analysant la composition chimique de l'eau au-dessus d'un panache de bulles de méthane.
Ça, c'est le plancher océanique. Et ça, c'est l'océan, ce qu'on appelle la colonne d'eau. Le navire se trouve juste là. Ici, on voit un panache de bulles de gaz qui s'élève du plancher océanique sur plusieurs centaines de mètres. Nous allons prélever une série d'échantillons d'eau à différentes profondeurs pour mesurer la concentration de méthane. 3,49. Le méthane qui se dégage dans l'eau de mer ne reste pas sous forme de méthane et de bulles de gaz. Il va se dissoudre et réagir avec l'oxygène présent dans l'eau de mer pour se transformer en gaz carbonique. Cette transformation providentielle du méthane est en fait opérée par des bactéries présentes dans l'eau. Elles sont si gloutonnes qu'elles pourraient dévorer tout le méthane contenu dans les échantillons. Je suis en train de tuer toutes les bactéries présentes dans cet échantillon à l'aide d'un poison très puissant. Si nous n'injections pas de poison dans l'eau, les bactéries dévoreraient tout le méthane, ce qu'il faut éviter pour ne pas fausser les observations. Sans les bactéries mangeuses de méthane, ces bulles rejoindraient l'atmosphère. Mais si les hydrates venaient à fondre massivement, ces bactéries pourraient-elles faire disparaître les immenses quantités de méthane qui seraient relâchées dans l'océan? Sans l'un des plus tragiques accidents de l'industrie pétrolière, nous n'aurions sans doute pas encore la réponse à cette question. Le 20 avril 2010, une explosion déclenche un incendie sur la plateforme Deepwater dans le golfe du Mexique. 2 jours plus tard, cette énorme structure coule sous le regard impuissant des gardes-côtes américains. À 1500 mètres de fond, la tête du puits endommagée laisse s'écouler des quantités massives d'hydrocarbures. Du pétrole, bien sûr, mais en majorité du gaz, essentiellement du méthane. Une catastrophe écologique majeure menace la faune exceptionnelle du golfe du Mexique. La totalité du rejet du méthane dans l'environnement s'élevait à près de 200 000 tonnes, qui se sont ensuite dissoutes dans ces couches. C'était le plus grand dégazage de méthane jamais observé dans une zone totalement isolée. Pour John Kessler, spécialiste du méthane dans l'océan, et son collègue David Valentine, microbiologiste, c'est une occasion unique d'observer la réaction naturelle de l'océan à un gigantesque dégazage de méthane. Que se passe-t-il lorsque l'océan reçoit une très forte dose de méthane, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit causée par l'homme? Comment réagit l'océan? La microbiologie est-elle capable de traiter une partie de ce méthane? Ou bien va-t-il finir par se propager dans d'autres régions de l'océan, voire dans l'atmosphère? Les conditions catastrophiques n'empêchent pas Kessler et Valentine de poursuivre leur enquête. Ces 200 000 tonnes de méthane vont-elles se dissoudre dans l'océan ou rejoindre l'atmosphère? Nous avons fait des mesures de très haute résolution de la concentration de méthane dans les eaux de surface pendant toute la durée de notre mission. Sonder les eaux profondes est une opération un peu plus compliquée. Il faut envoyer les bouteilles de prélèvement jusqu'au fond pour obtenir un profil sur toute la hauteur de la colonne d'eau. Après 10 jours et 10 nuits d'analyse, Kessler et Valentine font un triste constat. L'énorme quantité de méthane stagne dans l'océan, vers 1000 mètres, avec des concentrations de 10 000 à 100 000 fois supérieures à la normale. Le méthane relâché suite à cette catastrophe était prisonnier à près de 1000 mètres de profondeur. Et il allait y rester pendant des années, peut-être 10 ans, voire plus. Très mauvaise nouvelle. Les bactéries mangeuses de méthane ne semblent pas s'attaquer à cette énorme quantité de gaz. Le risque? Que ces eaux deviennent toxiques pour la faune marine. La Fondation nationale américaine pour la science s'alarme de cette situation et finance aussitôt une nouvelle expédition. Nous y sommes retournés au début de l'automne pour étudier l'évolution de cette couche de méthane sur le long terme. Énorme surprise. La gigantesque nappe de méthane est introuvable.
En à peine 2 mois, elle a totalement disparu. David Valentine et moi, on s'est tournés l'un vers l'autre et on s'est demandé où était passé le méthane. Et c'est d'ailleurs lui le premier qui a dit « Il est possible que les bactéries aient consommé le méthane ». Au début, j'étais plutôt sceptique. Comment les bactéries ont-elles pu vraiment dévorer autant de méthane en aussi peu de temps? Dans la plupart des océans, quand le méthane sort du sédiment, il y a plein d'oxygène. Et alors le méthane peut être consommé par les bactéries. Il s'agit de l'oxydation aérobie du méthane qui utilise de l'oxygène. Des mesures de la concentration d'oxygène dans l'eau, réalisées pendant l'été, vont permettre à Kessler et Valentine de reconstruire le scénario de la disparition du méthane. Ces données nous ont permis de voir comment la diminution de l'oxygène, liée à ce festin des bactéries, évoluait dans l'espace et dans le temps. Ce qui nous a aussi permis de confirmer notre hypothèse de départ, selon laquelle le méthane avait été consommé dans ce laps de temps. Jamais encore une réaction des bactéries n'avait été observée à pareille échelle. Si les résultats de Kessler et Valentine laissent d'abord incrédules une bonne part de leurs collègues, leurs conclusions sont confirmées. Nous essayons tous actuellement de comprendre, d'approfondir notre connaissance de ce phénomène et des capacités intrinsèques de ces organismes. Les bactéries mangeuses de méthane ont éliminé la plupart du gaz relâché par l'accident de la plateforme. Elles devraient pouvoir faire de même si de grandes quantités de méthane venaient à être libérées dans l'océan par la fonte des hydrates. Mais la disparition de ce méthane dans l'eau n'est pas sans contrepartie. Les bactéries, lorsqu'elles consomment le méthane, rejettent du CO2, ce qui augmente l'acidification des océans. C'est en Méditerranée, à Villefranche-sur-Mer, qu'un laboratoire dirigé par Jean-Pierre Gattuso étudie les conséquences de ce fléau moderne des océans. L'acidification prive de nombreux animaux marins d'un des éléments cruciaux pour leur développement, les carbonates. Et les carbonates, c'est un grand mot, mais c'est absolument très simple. C'est un élément qui est essentiel pour fabriquer du calcaire. Le calcaire, c'est du carbonate de calcium. Et donc les coraux, les huîtres et les moules ont besoin de cette brique, si vous voulez, élémentaire, pour fabriquer leur squelette et leurs coquilles. Et bien cette brique devient en disponibilité décroissante lorsque l'acidité augmente. Grâce à des expériences menées dans la baie de Villefranche, on cherche à savoir comment les organismes marins, des plus petits aux plus grands, réagissent à l'augmentation de l'acidification des océans. Jean-Pierre Gattuso a participé récemment à des études dans l'océan Arctique, où l'acidification est plus avancée qu'ailleurs. Il y a d'autres organismes dans l'eau de mer qui sont aussi calcaires et qui ont besoin aussi des ions carbonates pour fabriquer leurs coquilles. Ce sont les ptéropodes. Les ptéropodes, c'est des petits mollusques pélagiques, c'est comme des escargots de mer et ils sont très abondants en Arctique. Et on a montré que ces ptéropodes vont vraisemblablement disparaître d'une grande partie de l'Arctique d'ici la fin du siècle parce qu'ils ne pourront plus construire leurs coquilles. Ces escargots de mer sont-ils le signe avant-coureur d'un bouleversement de l'écosystème arctique auquel les hydrates de méthane contribueraient largement? En Arctique, à l'absorption de CO2 par l'atmosphère, se rajoute une production de CO2 par le fond de la mer. Et donc il y a un effet sandwich qui fait que l'acidification pourrait être doublée en fait en Arctique en raison de cette déstabilisation du méthane d'ici la fin du siècle. Retour sur le James Clark Ross. Les scientifiques s'apprêtent à faire des prélèvements de sédiments dans une zone où des dégazages de méthane ont été repérés, quand ils aperçoivent des coquilles d'animaux apparemment morts. Nous essayons de faire des prélèvements du plancher océanique à l'aide d'un nouvel instrument contrôlé par vidéo. Nous voulons ramasser quelques-uns de ces coquillages morts pour comprendre la relation qu'il pourrait y avoir entre les émissions de méthane et la mort de ces animaux. Ces animaux sont-ils les victimes de l'acidification croissante des eaux de l'Arctique? Impossible d'en savoir plus sans examiner ces sédiments de plus près.
des tapis de bactéries recouvrent la surface du sédiment, preuve irréfutable de la présence de méthane. Ça sent très bon. L'odeur d'œuf pourri, caractéristique de la dégradation organique, n'empêche pas Rachel d'examiner le prélèvement. Voici un bivalve que j'ai trouvé dans les sédiments. Ce qui est très inhabituel, c'est que sa surface, qui devrait normalement être bien lisse et brillante, est en très mauvais état. Ce qui suggère que ces sédiments noirs sont très acides et que l'acide a rongé et attaqué la surface de la coquille. Il n'y a pas le moindre organisme vivant dans ces sédiments, et c'est parce que le méthane a utilisé tout l'oxygène présent. Et ces organismes n'ont tout simplement aucune chance de survie. En revanche, il doit y avoir là-dedans des millions et des milliards de bactéries invisibles à l'œil nu qui utilisent le méthane ainsi que le sulfure d'hydrogène présent dans ces sédiments comme source d'énergie. La multiplication des fuites d'hydrates de méthane va acidifier le fond de l'océan et mettre en danger certains animaux. Rachel constate cependant la présence dans le sédiment de nombreuses autres bactéries. Elles aussi consomment le méthane, mais cette fois sans recourir à l'oxygène. Ces autres bactéries jouent-elles un rôle protecteur en limitant les entrées de méthane dans la colonne d'eau? Un carottage des premiers mètres du sédiment permettra de découvrir ces espèces de bactéries encore bien mystérieuses pour les scientifiques. Nous examinons cette boue parce que le méthane qui passe par les sédiments est chimiquement réactif. Il ne se contente pas de les traverser. Il y a d'énormes concentrations de bactéries et d'archées qui vivent dans ces sédiments et qui adorent littéralement le méthane. Et elles vont essayer de le consommer. Nous voulons savoir, entre autres, quelles sont les conditions optimales pour que ces bactéries se développent. Celle qui répondra peut-être aux questions de Rachel et qui découvrira si ces bactéries jouent un rôle important dans la dégradation du méthane, c'est Beth Orcutt, une jeune microbiologiste. Elle s'apprête à tester un nouveau dispositif d'observation des bactéries dans leur milieu naturel, à quelques kilomètres seulement de l'université de Aarhus. Dans les zones où il y a de gros dépôts de matière organique, on trouve du méthane à environ 50 cm sous le fond de la mer. Ce méthane est produit par des organismes vivant dans le sédiment. Il dégrade la matière organique et la transforme en méthane. Un peu au-dessus, on trouve d'autres organismes vivants dans le sédiment capables de consommer le méthane. Il y a donc un lien entre la fabrication et la consommation de méthane. Et tous ces processus sont contrôlés par les bactéries qui vivent dans le sédiment. Nous voulons, entre autres, étudier ce phénomène directement dans le plancher océanique. L'ambition de cette recherche est de découvrir ce qui règle la vie de ces communautés bactériennes et comment cela profite au climat. Mais la tâche est ardue, car ce sont des formes de vie bien méconnues que rencontrent les scientifiques. Nous ne comprenons pas très bien ce qui différencie les organismes qui fabriquent du méthane de ceux qu'ils mangent, car au niveau génétique, ils ne sont pas très différents. C'est très surprenant d'un point de vue biochimique. Comment un organisme peut-il passer de l'état de consommateur à celui de producteur? C'est comme si on disait que nous absorbons de l'oxygène et que nous en produisons, ce qui serait très étrange. La consommation du méthane par des bactéries dans des milieux sans oxygène a longtemps été considérée comme une curiosité négligeable. Il y a 10 ans à peine, les microbiologistes n'imaginaient pas combien ce phénomène pouvait être décisif pour notre climat. Antje Boësius, spécialiste renommé de la microbiologie océanographique, accorde désormais un rôle majeur à ces micro-organismes. Pendant plus de la moitié de l'histoire de la Terre,
il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. En revanche, à son commencement, il y avait beaucoup de méthane. Il est fort possible que ces micro-organismes aient pu former les premiers biofilms, générer de la biodiversité et apporter de l'énergie dans la chaîne alimentaire. Voilà ce qui les rend aussi importants. De fait, ces bactéries capables de vivre dans le sédiment grâce au méthane sont très précieuses pour la santé des océans et pour celle de l'atmosphère. Mais leur aptitude à consommer le méthane sans utiliser d'oxygène est une énigme à laquelle s'est attaqué Antje Boëthius. Elle a découvert que 2 types de micro-organismes s'associent pour consommer le méthane. C'est précisément cette coopération entre 2 types de micro-organismes qui nous a conduits plus loin. En effet, le microscope nous a montré des agrégats de cellules d'un règne particulier du vivant, des organismes monocellulaires appelés archées et des bactéries. Cette image est fabuleuse. On voit nettement ce conglomérat très dense de 2 types de micro-organismes, les archées en rouge et en vert d'autres cellules bien plus petites, les bactéries. Ceci signifie bel et bien qu'elles sont obligées d'échanger de l'énergie et qu'elles ont besoin les unes des autres pour oxyder le méthane. La coopération mystérieuse entre ces 2 espèces de micro-organismes semble être l'unique solution pour qu'elles consomment le méthane dans un milieu sans oxygène. Très peu de méthane sort de l'océan. On s'est longtemps demandé pourquoi. Aujourd'hui, nous savons que ces micro-organismes réussissent à transformer presque entièrement le méthane qui se trouve au fond de la mer. Il faut donc admettre que ces micro-organismes façonnent fortement le climat de la Terre. Sans cette coopération entre archées et bactéries, le méthane, qui migre depuis les couches profondes du sédiment, menacerait l'équilibre des océans et peut-être même du climat. Ensemble, ces micro-organismes dévorent de 80 à 90% de tout le méthane présent dans les océans. Or, si ce méthane parvenait dans l'atmosphère, nous les humains, nous ne pourrions pas vivre sur Terre. Il y ferait bien trop chaud. Ainsi, la majorité du méthane qui menace de rejoindre l'atmosphère est heureusement consommée par des bactéries, soit dans les sédiments, soit dans la colonne d'eau. Notre enquête se poursuit dans les étendues glacées de la Sibérie, où une 2e source de méthane pourrait menacer elle aussi l'atmosphère. Le pergélisol, qui s'étend sur près du quart des parties émergées de l'hémisphère nord, contient une gigantesque quantité de matière organique susceptible d'être transformée en méthane par des bactéries. On parle de pergélisol lorsque la température des sols est inférieure à 0 pendant au moins 2 années consécutives. Certaines zones atteignent plus d'1 kilomètre d'épaisseur et sont gelées depuis plus de 10 000 ans. La gigantesque quantité de matière organique qu'ils contiennent pourrait-elle se transformer en une redoutable bombe climatique? Aujourd'hui, il fait moins 39 à Yakoutsk. Mais la température est néanmoins beaucoup plus douce que celle qu'on observait à la même époque de l'année, il y a 10 ou 20 ans. La température moyenne du mois de janvier a augmenté de 10 degrés. Avec une hausse de plus de 2 degrés de la température moyenne au cours des 30 dernières années, l'état du pergélisol inquiète. Les énormes quantités de matière organique congelées au temps de la glaciation, qui a pris fin il y a 10 000 ans, pourraient alors se décomposer en libérant de grandes quantités de méthane. Nous sommes en route pour la station scientifique de réputation internationale Spasskaya Pad. En hiver, une seule station météo continue de fonctionner 24 heures sur 24 dans toute la Sibérie, au cœur de la taïga. La zone du pergélisol est désormais sous étroite surveillance. En 13 jours, 15 000 données sont collectées. Les données viennent de la tour. Au total, 72 paramètres sont traités. Ces données permettent de réaliser les courbes de température de l'air et du sol. Elles sont indispensables pour analyser le changement climatique. « 7,84.
Les scientifiques surveillent attentivement la température de la couche supérieure du sol. Cette couche est dite active parce qu'elle dégèle chaque été. Le réchauffement menace d'agrandir cette couche active et d'exposer plus de matière organique à la dégradation par les bactéries. Un danger relatif, selon Trofim Maximov. La fonte est un processus très long et complexe qui s'étend sur 50 à 100 000 ans. Pour qu'un mastodonte, comme le pergélisol, fonde, il faut une énorme quantité d'énergie. Le pergélisol ne fondra pas en un jour. Mais la visite d'une installation industrielle sur le cercle arctique nous confirme la réalité du réchauffement. Ici, pour construire de façon durable, il faut désormais refroidir les premiers mètres du pergélisol. À l'origine, il y avait simultanément sur ce site un sol dégelé, avoisinant 0 degré, et du pergélisol à moins 0,5, moins 1 degré. Derrière moi se trouvent les échangeurs de chaleur des dispositifs qui assurent le refroidissement et la congélation du pergélisol dans les fondations de cette station de compression de gaz. Ils sont installés de manière à abaisser la température du pergélisol à un niveau garantissant la stabilité des fondations. Dans cette région, l'augmentation des précipitations causées par le réchauffement climatique provoque la formation d'une quantité impressionnante de lacs. Chaque lac favorise la fonte du pergélisol, exposant davantage de matière organique, augmentant fatalement la production de méthane. Les conditions climatiques de l'Arctique, où se succèdent phases de gel et de dégel, favorisent un autre type de lac spectaculaire, celui des lacs polygones. Les fortes variations thermiques saisonnières fendillent le sol. L'eau s'infiltre dans ces fentes, les élargit et accélère la dégradation de la couche active. Les scientifiques ont remarqué une nette prolifération des lacs polygones qui, eux aussi, favorisent la décomposition des restes végétaux ou animaux, stockés dans la glace depuis des milliers d'années. Les mesures d'émission des gaz à effet de serre réalisées dans la toundra montrent une nette augmentation du méthane, une tendance qui ira s'accentuant selon les modèles climatiques. Mais la complexité des écosystèmes est telle qu'il est bien difficile de prédire tous les effets de ce réchauffement. Les recherches interdisciplinaires sur les gaz à effet de serre que nous effectuons dans cette station nous ont permis d'obtenir des résultats très intéressants qui montrent que les écosystèmes forestiers russes absorbent les gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone et le méthane. Bonne nouvelle, les arbres de la forêt sibérienne peuvent en partie compenser les émissions de méthane dues à la fonte du pergélisol. Ainsi que ce soit dans l'océan ou dans le pergélisol, toutes les études de terrain montrent que si les émissions de méthane augmentent bel et bien, des mécanismes naturels parviennent à dégrader la plus grande partie de ce méthane, limitant ainsi son impact sur le réchauffement climatique. Mais qu'en sera-t-il dans le futur? Pour le prévoir, il nous faut nous tourner vers le passé de la planète, où se sont succédés cycles de réchauffement et de refroidissement. Des paléoclimatologues comme Jérôme Chaplaz cherchent à comprendre les variations du méthane dans le passé en analysant les bulles de gaz qu'ils trouvent dans la glace ancienne des pôles. La particularité, c'est que cette glace intègre des échantillons de l'atmosphère, des petites bulles. Et notre travail, qui est un petit peu délicat techniquement, consiste à extraire ces petites bulles pour regarder la quantité de gaz à effet de serre à l'intérieur et étudier l'évolution des gaz à effet de serre au cours du temps. Jusqu'ici, notre façon de travailler consistait à prendre un échantillon d'une carotte de glace, de manière isolée, d'extraire le gaz et de l'analyser par une technique que l'on appelle la chromatographie en phase gazeuse. La nouveauté que l'on a pu mettre en place ici grâce à des collègues qui sont spécialistes de la physique des lasers, ça a été de développer un instrument qui permet de mesurer ce méthane sur les bulles d'air sorties en continu depuis la carotte de glace sur le terrain même. Cap vers le nord du Groenland, où se trouve un laboratoire de glaciologie totalement isolé du monde. Des scientifiques de 13 pays se retrouvent là chaque été pour reconstituer le climat passé de notre planète
et pour comprendre comment les hydrates de méthane se sont comportés pendant les périodes de réchauffement climatique des 130 000 dernières années. Pour beaucoup de gens, le changement climatique, c'est de la science-fiction. Mais ce projet est important parce qu'il nous permet de voyager dans le temps. Nous pouvons effectuer des relevés, faire des comparaisons et comprendre ce qui s'est produit il y a très longtemps afin d'évaluer ce qui se produirait avec 2 degrés de plus. Dans la station Nahem, la véritable star, c'est la carotteuse, capable de forer l'épaisseur de glace sur près de 2500 mètres. Sans elle, impossible de faire ce voyage dans le temps. La nouvelle technique laser de l'équipe de Jérôme Chaplaz va s'avérer très efficace pour détailler finement les fluctuations du méthane dans le passé de l'atmosphère. L'augmentation du méthane que l'on observe dans les carottes de gaz se passe après le réchauffement climatique. Ce n'est pas le déclencheur, c'est une réponse au changement climatique. Le méthane accompagne donc les phases de réchauffement plutôt qu'il ne les provoque. Il y a 11 500 ans, lors de la dernière déglaciation, la concentration de méthane dans l'atmosphère a bondi de 50%. Un paléoclimatologue américain, Vas Petrenko, a voulu savoir d'où provenait ce surcroît de méthane. Était-il d'origine terrestre ou venait-il du fond des mers? J'essaie de comprendre pourquoi le méthane avait augmenté et d'où provenait cet excédent de méthane. Nous sommes actuellement confrontés à un nouveau réchauffement climatique et, au-delà des sources anthropiques de méthane, nous devons comprendre comment les sources naturelles vont réagir. Première étape, se rendre sur un glacier en Antarctique pour y collecter de la glace vieille de 11 500 ans. Par chance, la glace très ancienne remonte à la surface sur le bord des plaques glaciaires. En effet, la glace qui se dépose vers le centre d'une plaque commence par s'enfoncer avant de se déplacer latéralement à la base de la plaque pour ensuite remonter vers le bord. La glace qui ressurgit en bordure est toujours la plus ancienne. Cette méthode facilite la collecte d'une tonne de glace qu'il faut ensuite faire fondre pour recueillir à peine 2 cm3 de gaz vieux de 11 500 ans, d'où sont extraits 20 microgrammes de carbone qui contiennent l'information que recherche Petrenko. Si le carbone a été produit récemment à la surface de la Terre, il va contenir du carbone 14. Mais si le carbone a été stocké pendant très longtemps, comme les hydrates de méthane dans les sédiments marins, il ne contiendra pas de carbone 14. L'examen du plus intime de la matière de ce carbone va révéler qu'il contient une assez grande quantité de carbone 14. Nous avons reporté ces données sur un graphique montrant l'augmentation du méthane et celle du carbone 14 dans l'hypothèse d'un scénario zone humide et dans l'hypothèse d'un scénario hydrate de méthane. Les résultats indiquent que la hausse de la teneur en méthane, qui s'est produite il y a 11 500 ans, était en fait due à une augmentation des émissions de méthane des zones humides. Les hydrates de méthane n'ont pas joué un rôle déterminant. Les scénarios de réchauffement climatique brutal, où les hydrates de méthane joueraient les premiers rôles, sont donc jugés bien peu plausibles. En revanche, toutes les recherches actuelles sur le cycle du méthane doivent se poursuivre, car en raison du réchauffement, les émissions de ce gaz continueront d'augmenter. Difficile de contrôler celles qui sont d'origine naturelle et qui augmentent très lentement. Par contre, les émissions d'origine humaine, qui, elles, en 250 ans seulement, ont provoqué un doublement du méthane dans l'atmosphère, pourraient être réduites, notamment dans l'industrie pétrolière et gazière, qui rejette beaucoup de gaz par négligence au cours de la production et du transport des hydrocarbures. Le contrôle de nos émissions de méthane est clairement le plus sûr moyen d'éviter de nouveaux cauchemars climatiques. Mais les hydrates de méthane représentent aussi des promesses d'énergie immenses
pour une humanité en mal de transition énergétique. Pour la première fois de l'histoire, entre le 12 et le 18 mars 2013, du méthane issu des hydrates de méthane sous-marins embrase une torchère installée à l'arrière du navire océanographique japonais, le Chikyu. Cette première va faire le tour du monde. Après 20 ans d'efforts, les Japonais viennent-ils de rendre accessibles ces immenses réserves de gaz qui sont estimées à l'échelle mondiale à plusieurs siècles de consommation? Cette nouvelle ressource constituera-t-elle une précieuse énergie de transition? Des dangers liés à leur exploitation pourraient-ils nous priver des hydrates de méthane? La glace qui brûle sera-t-elle une véritable opportunité énergétique ou une nouvelle épée de Damoclès pointée sur le climat? Pendant plus d'un siècle, l'or noir a jailli abondamment et facilement des entrailles de la Terre, permettant un développement spectaculaire de la civilisation industrielle. À partir des années 2000, cette fabuleuse histoire s'enraye. Les coûts d'exploitation du pétrole augmentent sérieusement, car les gisements faciles à exploiter se raréfient. D'autre part, l'utilisation massive de cet hydrocarbure et celle d'autres énergies fossiles comme le charbon, dont la combustion dégage du CO2, provoque un réchauffement global de la planète. Les énergies renouvelables comme l'hydraulique, l'éolien ou le solaire sont notre seul horizon réaliste. Mais elles ne peuvent pour le moment satisfaire les besoins. Il faut donc trouver des énergies de transition peu ou pas polluantes, capables de faire tenir notre civilisation du bien-être pendant quelques dizaines d'années. Avec une population mondiale de 9 milliards d'individus en 2050, les besoins en énergie vont donc continuer de croître vertigineusement, compliquant la tâche des experts qui cherchent à dessiner le scénario énergétique le plus responsable pour les prochaines années. Alors, les hydrates de méthane qui émettent 30% de gaz à effet de serre en moins que le pétrole, seront-ils cette énergie de transition qui fait si cruellement défaut? Quelles sont les accumulations les plus favorables à la production d'énergie? Ces accumulations existent-elles en quantité significative? Présentent-elles un intérêt? Le jeu en vaut-il la chandelle? Et si on en trouve, avons-nous les moyens de les exploiter en toute sécurité, d'une manière qui soit viable sur le plan industriel et responsable à l'égard de l'environnement? Ce sont les grandes questions, les questions primordiales. Sans la découverte des hydrates de méthane au fond des mers dans les années 80, ces interrogations n'auraient pas cours. À l'époque, grâce à de nouvelles technologies d'exploration, les grands instituts océanographiques constatent l'existence des hydrates de méthane dans la plupart des mers. Les premières estimations des réserves de gaz contenues dans les hydrates de méthane sont astronomiques. Il y aurait dans cette glace, répartie en de nombreux endroits du globe, l'équivalent des réserves mondiales d'hydrocarbures. Je pense que les hydrates de gaz finiront par être exploités. J'en suis sûr. Les ressources sont considérables. Elles sont tellement énormes qu'en comparaison, les réserves de pétrole et de gaz conventionnelles de l'Arctique ont l'air ridicules. Au Japon, c'est surtout pour faire progresser la connaissance des mécanismes à l'origine des tremblements de terre qu'on explore les mers. Et là aussi, grâce aux outils d'observation sismique, on découvre beaucoup d'hydrates de méthane. En faisant des prélèvements du sédiment marin, il arrive même que des hydrates soient remontés sur le pont. Et chaque fois, cette glace qui contient du méthane excite la curiosité des chercheurs.
Parmi les géologues qui ont dirigé l'exploration des hydrates de méthane autour du Japon, le professeur Ryo Matsumoto. Au cours des 20 dernières années, nous avons exploré les fonds marins à l'aide du BSR afin d'évaluer la quantité d'hydrates exploitables en tant qu'énergie. Des efforts importants ont été consacrés à ces explorations dans le but de l'exploitation industrielle. Tout autour de l'archipel, on détecte plus de 120 000 km² d'hydrates de méthane. Sans doute de quoi approvisionner le Japon pendant un siècle. Dépourvu de ressources en hydrocarbures conventionnels et avec une facture énergétique considérablement alourdie de par leur éloignement des pays producteurs de pétrole et de gaz, les Japonais ont rapidement perçu l'intérêt stratégique des hydrates de méthane. Premièrement, le Japon doit importer 97% du gaz de l'étranger. De plus, ce gaz nous revient extrêmement cher, puisque nos coûts d'importation sont 5 fois plus élevés que ceux des États-Unis et 2 fois plus que ceux de l'Europe. Par conséquent, développer les hydrates de méthane qui se trouvent au Japon est primordial afin de sécuriser l'approvisionnement du pays en énergie, d'où une mobilisation de l'ensemble du pays autour de ces recherches. Le gouvernement a rassemblé plusieurs des meilleurs instituts scientifiques du pays pour mener la recherche sur les hydrates. L'objectif ? Découvrir comment extraire le méthane à des coûts raisonnables tout en préservant l'environnement. Le développement des hydrates de méthane est un grand défi pour le Japon. Nous prêtons attention à la technologie et aux coûts, spécialement au niveau de l'exploitation. La perspective d'une possible exploitation des hydrates de méthane soulève des inquiétudes. Les controverses qui ont entouré l'exploitation des gaz de schiste sur le plan environnemental invitent à prendre des précautions. Une agence des Nations Unies où travaille Yannick Baudouin est chargée d'évaluer l'impact de ces projets sur les populations et sur l'environnement. On fait souvent référence au gaz de schiste aux États-Unis. Donc vraiment, là, il y a eu un développement très rapide, une commercialisation très rapide, mais sans jamais vraiment penser aux conséquences. Donc là, avec les hydrates de méthane, on a vraiment réussi à amener la communauté scientifique bien avant, à partager leurs connaissances et à guider des décisions qui devraient peut-être être prises dans le futur. Par ses conseils, cette agence espère bien pouvoir encadrer l'exploitation des hydrates afin d'éviter des catastrophes environnementales. Mais elle entend aussi veiller à la promotion d'énergies qui n'auraient aucun impact sur le réchauffement climatique. Si on décide simplement d'exploiter encore plus et encore plus et encore plus d'hydrocarbures, même si les hydrocarbures de gaz naturel sont plus propres, disons, que le charbon, mais on continue à mettre ça sur la même pile. Confronté à une dépendance énergétique extrême, le Japon décide de procéder à une évaluation plus précise de ces hydrates de méthane. Des campagnes d'investigation bien plus poussées sont menées avant de décider quels gisements d'hydrates sont exploitables. Sur la côte nord, dans la mer du Japon, par 1000 mètres de fond, les scientifiques aperçoivent d'abord des panaches de bulles de méthane de plusieurs centaines de mètres. Puis ils découvrent que des gros blocs d'hydrates jonchent le fond de la mer. Mais ces hydrates de surface ne sont pas assez concentrés pour faire l'objet d'une exploitation industrielle. En revanche, de l'autre côté de l'archipel, dans l'océan Pacifique, les hydrates sont invisibles. Ils se trouvent dans le plancher océanique. D'après les observations sismiques, ils sont dans la fosse de Nankai, plus concentrés que partout ailleurs au Japon. Avant d'attirer l'attention en raison des hydrates de méthane, la fosse de Nankai était surtout connue par son activité sismique. C'est à cet endroit que la plaque des Philippines s'enfonce sous l'archipel du Japon, provoquant des séismes de forte amplitude. Depuis des années, les sismologues essaient de percer les mystérieux mécanismes tectoniques de cette faille. Ils étudient des milliers de carottes de sédiments précieusement conservées ici, à Kochi. L'un de nos objectifs est de détecter les signes avant-coureurs du prochain séisme.
et de connaître le degré de déformation des plaques tectoniques. Pour le docteur Kinoshita, les hydrates de méthane font depuis longtemps partie de l'histoire de la fosse de Nankai. Première étape, d'abondants dépôts de matière organique se forment. Ils seront à l'origine des hydrates de méthane. Deuxième étape, la plaque plongeante s'enfonce, entraînant avec elle la matière organique. Plus elle s'enfonce, plus la pression et la température augmentent. Au fur et à mesure, la matière organique se décompose et se transforme en méthane. Et enfin, troisième étape, un séisme se produit et les plaques se déplacent. La roche se fracture et facilite l'infiltration de l'eau. En utilisant ce genre de fissure, le gaz fabriqué en profondeur remonte. Et ce qui était du gaz se transforme en hydrate, sous forme concentrée, ce qui explique sa valeur en tant que ressource énergétique. Le potentiel énergétique qui dort dans cette faille sismique représente une énergie considérable, d'après le professeur Matsumoto. À l'heure actuelle, la concentration d'hydrate observée équivaudrait à environ 10 ans de consommation domestique. Le tout sur une zone de 5000 km². La concentration des hydrates dans cette seule zone représente un tel intérêt stratégique pour les Japonais qu'ils se sont décidés à les exploiter. Mais déverrouiller la cage de glace qui enferme chaque molécule de méthane n'est pas une simple affaire. Ce piège à méthane porte le joli nom de clatrate, en grec fermeture. Chaque clatrate est non seulement un coffre-fort pour le méthane, mais aussi un formidable mode de rangement. 1 mètre cube d'hydrate de méthane contient 164 mètres cubes de gaz. Le gouvernement japonais a confié au laboratoire de l'AIST de Hokkaido la mission de forcer le verrou du coffre-fort de glace où est enfermé le méthane. Sous la direction d'Hideo Narita, les scientifiques cherchent à rendre accessible cette ressource énergétique qui repose à 1300 mètres sous la surface de la mer, en pleine faille sismique. Voici la modélisation 3D des sédiments océaniques réalisés pour nos tests. La partie noire, ici en haut, représente le fond de la mer et les couches d'hydrate de méthane se trouvent entre 200 et 300 mètres en dessous. Pour développer une méthode de production, nous devons étudier les propriétés de ces réservoirs d'hydrate de méthane et analyser le déplacement du méthane lors de la dissociation. Ici sont analysés les échantillons de sédiments prélevés dans la zone de Nankai. On cherche prioritairement à connaître comment se répartit la glace des hydrates de méthane parmi les grains de sable. Les hydrates de méthane se trouvent dans le sable. Du coup, s'il y a trop de sable, le gaz se retrouve coincé, ce qui complique ses déplacements. Au regard de ces propriétés, nous avons tenté de déterminer la méthode de dissociation la plus efficace entre la méthode thermique et celle par dépressurisation. Après de multiples études en laboratoire, les Japonais décident de tester à l'échelle réelle ces deux méthodes de dissociation des hydrates. Ils vont établir une collaboration avec le Canada où ont été identifiés des réservoirs d'hydrates aux caractéristiques similaires à ceux qu'ils veulent exploiter dans la fosse de Nankai. Le géologue Scott Dallimore a dirigé ces programmes menés à Malik, dans le Grand Nord. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette recherche en 1998, on ignorait pratiquement tout des hydrates de méthane. La recherche n'en était qu'à ses débuts. Une des raisons de ce partenariat avec les Canadiens tient à ce qu'il est moins coûteux de faire les tests à terre qu'en mer, même si tout le matériel nécessaire à la construction d'un puits et à l'installation d'une équipe de scientifiques doit être acheminé par une autoroute tracée sur la glace de la rivière Mackenzie.
Nous sommes venus dans cette zone du delta du Mackenzie parce qu'il y avait là un important gisement d'hydrate de gaz qui nous permettait d'effectuer des recherches expérimentales et des études de développement. À Malik, les techniciens commencent par soumettre la méthode thermique, jugée la plus efficace à l'épreuve du réel. En 2002, nous avons pratiqué un essai thermique. Nous avons chauffé les hydrates de méthane et mesuré la quantité de gaz arrivant à la surface. La première méthode consiste à injecter de l'eau chaude dans le réservoir pour faire fondre les hydrates. Et ça marche. L'eau et le méthane se dissocient. Pour la première fois, une flamme provenant des hydrates de méthane brille dans la nuit polaire. Mais la joie est de courte durée. Ce test n'a pas été très productif et nous a montré à quel point il était difficile d'envoyer de l'énergie thermique dans le sol. Il n'a pas été très concluant. L'autre inconvénient de cette première méthode, c'est son coût énergétique. Chauffer l'eau représente une dépense qui réduit l'intérêt commercial de cette technique. La seconde méthode que les Japonais veulent tester, c'est celle de la dépressurisation. Cela consiste à modifier la pression dans le réservoir en pompant le fluide qui se trouve dans le tube qui relie les hydrates de méthane à la surface. La disparition du fluide fait chuter la pression et les hydrates de méthane peuvent se dissocier. À nouveau, la torchère s'enflamme. L'opération se poursuivra avec succès pendant près d'une semaine. C'est donc la dépressurisation qui sera retenue pour exploiter les hydrates de méthane de la baie de Nankai. À l'heure actuelle, nous sommes certains que les hydrates de gaz présents dans des sédiments sableux, comme ceux de Malik, sont facilement accessibles à l'aide de techniques conventionnelles d'extraction. Nous sommes donc passés de la phase de découverte à la démonstration d'une technique efficace pour la production de gaz à partir des hydrates de méthane. Mais d'immenses défis nous attendent encore. Les progrès réalisés par les Japonais et les Canadiens rendent l'exploitation des hydrates de méthane plus probable que jamais. Mais avant de pouvoir passer à la phase de l'exploitation industrielle, il faudra encore s'assurer qu'il est possible de contrôler la dissociation sur de très longues périodes. Il faut aussi étudier la capacité du plancher océanique à recevoir les infrastructures d'exploitation. Et enfin, il faudra analyser les sédiments marins qui entourent les hydrates afin de comprendre leur réaction à la disparition des hydrates. C'est exactement sur ce type de risque qu'un ingénieur en géotechnique de l'Ifremer a choisi d'enquêter. Nabil Sultan a étudié des cratères sous-marins, baptisés pockmarks, qui sont causés par les hydrates de méthane. Il faut savoir que la formation des hydrates de gaz rend le sédiment beaucoup plus rigide, beaucoup plus résistant. La disparition de ces hydrates de gaz peut fracturer le sédiment, le rendre quasiment liquide. Et donc, notre objectif était d'étudier ce lien entre hydrates de gaz et déformation sédimentaire. Pour cela, on a été dans le golfe de Guinée, au large du Nigeria. La première tâche de la mission a été de cartographier en haute définition une zone de 40 km² où se trouvent de nombreux pockmarks. Sur cette carte, on voit des zones de dépression qu'on voit ici en rouge, plus ou moins marquées. Donc ces dépressions, on les appelle les pockmarks, et on a plusieurs stades d'évolution de ces pockmarks, en allant d'un état initial caractérisé par la présence d'une dépression très légère, vers un état où la dépression elle est de plus en plus visible, jusqu'à l'état final qui est caractérisé par un effondrement d'environ 50 mètres sous le fond sous-marin. Les prélèvements du sédiment apportent la preuve de la présence d'hydrates de méthane. L'inspection de la colonne d'eau permet d'observer des panaches de bulles au centre des cratères. Grâce à la présence de plusieurs pockmarks à différentes phases de leur évolution, Nabil Sultan va découvrir comment les hydrates de méthane sont responsables de la transformation du plancher océanique.
On peut voir ici une vue 3D de ces deux pockmarks, un stade initial et un stade intermédiaire. Celui-ci est caractérisé par la présence des hydrates de gaz dans la partie centrale, mais aussi par la dépression, par la périphérie de cette même structure. Il faut savoir que les données acquises dans cette zone montrent que cet effondrement, cette déformation sédimentaire est directement associée à la disparition des hydrates de gaz. Peut-on craindre alors que l'exploitation des hydrates, qui nécessitent des installations posées sur le fond de la mer, provoque des phénomènes analogues? On a vu que le résultat de la disparition de ces hydrates de gaz dans un milieu naturel sur plusieurs milliers d'années a eu comme conséquence ces déformations sédimentaires de plusieurs centaines de mètres de diamètre sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donc j'imagine difficilement comment aujourd'hui on peut produire dans les mêmes conditions des hydrates de gaz naturels sans déformer le sédiment de surface, alors que la production va se passer sur quelques dizaines d'années. En aucun cas, les Japonais ne peuvent prendre un pareil risque, alors qu'ils veulent démontrer qu'il est parfaitement réaliste d'exploiter les hydrates de méthane. Comment entendent-ils maîtriser le danger d'un effondrement des structures d'exploitation sous-marine? Cette question essentielle devra être résolue par l'expédition qui s'apprête à mettre le cap vers la fosse de Nankai. Les équipes chargées de déloger le méthane des fonds marins bénéficient du plus remarquable navire océanographique au monde, le Chikyu. Il détient actuellement le record du forage scientifique offshore, 2111 mètres sous le plancher océanique. Bien plus qu'il n'en faut pour cette mission, puisque les hydrates de méthane se trouvent à seulement 300 mètres au-dessous du fond de la mer. De nombreux défis techniques doivent être relevés afin de pouvoir produire le gaz d'hydrate de méthane contenu dans les sédiments. Pour préparer le futur test de production, toutes les informations géologiques et géomécaniques nécessaires à l'installation d'un puits d'extraction sous-marin doivent être collectées. Elles seules permettront une sécurité maximale de l'opération. Les responsables hésitent encore entre deux types de réservoirs d'hydrate de méthane. Les environnements sédimentaires des deux réservoirs sont totalement différents. L'étude des échantillons nous donne les différentes caractéristiques de chaque réservoir. C'est primordial pour effectuer la future modélisation des réservoirs. Des dizaines d'échantillons sont prélevés dans le fond de la mer afin de déterminer lequel des deux réservoirs sera le plus intéressant à exploiter et lequel offre le plus de sécurité du point de vue de l'environnement géologique. Tous les échantillons passent par un scanner médical qui permet un examen non destructif de leur contenu. Une première étape avant de poursuivre leur étude à terre. Ces analyses sont capitales pour définir les conditions d'une éventuelle exploitation. Nous concentrons notre attention sur le comportement mécanique des sédiments. Malheureusement, nous manquons d'informations sur ce comportement, d'où le prélèvement d'échantillons de sédiments. Pour préparer cette première mondiale, les Japonais se sont entourés des meilleurs experts internationaux comme Peter Schultheis, spécialisé dans l'analyse des prélèvements géologiques. Les données géotechniques, de même que la caractérisation des sédiments et du réservoir lui-même, sont primordiales du point de vue de la sécurité. Si les calculs s'avèrent faux, si des erreurs ont été commises, un accident pourrait se produire. C'est pourquoi la sécurité est un élément essentiel de l'ensemble du processus. C'est l'élément clé de toute l'opération. Depuis les très graves catastrophes offshore, comme celle de la plateforme Deepwater en 2010, les niveaux de sécurité des forages sont très exigeants. Mais le simple retrait de ces grandes quantités de glace des sédiments marins pourrait occasionner un danger bien plus grand encore qu'un accident industriel. Des géologues familiers des risques géologiques, comme Hakim Kopf, craignent que le retrait des hydrates de méthane n'entraîne des éboulements sous-marins aux conséquences bien plus dramatiques.
Ces échantillons proviennent de la pente continentale où se trouvent les hydrates de gaz et nous allons les garder intacts pour effectuer des mesures géotechniques. Si les hydrates de gaz se dissocient dans les sédiments, le gaz libéré, généralement du méthane, exerce une poussée sur les particules, ce qui peut causer un important glissement de terrain. Pour Achim Kopf, la dissociation des hydrates de méthane, qu'elles se produisent naturellement ou qu'elles soient provoquées par leur exploitation, s'accompagne d'une modification très dangereuse de la pression dans les sédiments. Quand la température monte ou que la pression diminue, les hydrates se désagrègent. Leur volume augmente considérablement et exerce une pression sur les sédiments, ce qui déstabilise le talus continental et risque de provoquer des glissements de terrain ou des effondrements susceptibles de déclencher des tsunamis. Le danger d'une telle catastrophe a été contourné par les Japonais, qui ont choisi un réservoir d'hydrate de méthane recouvert d'une solide couche de roches de plusieurs centaines de mètres. Une garantie contre les effondrements et les fuites de méthane dans l'océan. Le 11 mars 2011, le Japon est frappé par un violent tremblement de terre et un tsunami dévastateur. La vague géante balaye la côte sud du Japon et submerge les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Une série de dysfonctionnements entraîne le plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl. Tokyo est plongé dans le noir. La seconde économie de la planète fait alors face à une angoissante crise d'approvisionnement énergétique. Cette catastrophe frappe l'opinion publique mondiale et propage une défiance durable envers le nucléaire dans de nombreux pays. Le drame de la centrale de Fukushima va sérieusement affecter la production d'électricité d'origine nucléaire au Japon et forcer les Japonais à mettre les bouchées doubles pour exploiter les hydrates de méthane. L'AIST vient de se doter d'un équipement unique pour effectuer une répétition du test de production. Ce réacteur géant a les mêmes proportions que la tête du futur puits d'exploitation et il permet d'en simuler le fonctionnement. Jusqu'à présent, les tests étaient faits à une échelle réduite d'environ 10 cm. Pour pouvoir reproduire en laboratoire les phénomènes tels qu'ils se déroulent sur le terrain, il fallait augmenter la taille de l'appareil. Les résultats obtenus vont permettre de planifier précisément le déroulement du prochain test. Ils servent aussi à optimiser le simulateur numérique d'exploitation des réservoirs. On peut voir sur cette simulation la progression de la dissociation des hydrates de méthane représentée en vert, telle qu'elle devrait se dérouler dans le réservoir de la fosse de Nankai. Le puits est situé ici, à gauche, et le réservoir se prolonge de ce côté, à droite. En l'occurrence, il s'étend sur un rayon de 250 mètres. On dépressurise à partir du puits, et la dépressurisation se propage du puits dans la couche géologique. Toutes les énigmes scientifiques et techniques qui empêchaient d'accéder aux hydrates de méthane ont pratiquement été résolues. Alors que l'exploitation se profile, d'autres chercheurs, des microbiologistes, sont inquiets. Il ne faut pas oublier que l'un des aspects importants d'une éventuelle exploitation des hydrates, c'est que le méthane présent dans ces environnements subvient aux besoins des communautés microbiennes qui y vivent. Pour la plupart des gens, les microbes ne présentent aucun intérêt, contrairement aux grands animaux qu'ils peuvent voir. Ce qui est très beau dans les sites où il y a des fluides froids qui suintent, ce sont les animaux fantastiques vivant là, des vers tubulaires, des moules, toutes sortes de créatures fascinantes qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Ce sont des espèces très spéciales qui, grâce à de nombreux micro-organismes appelés bactéries symbiotiques, vivent du méthane qui se dégage lentement du plancher océanique. Alors si on enlève le méthane de ces écosystèmes, ces communautés vont périr parce que l'énergie indispensable à leur survie aura disparu. Les zones océaniques les plus riches de vie le doivent souvent au méthane. En l'état de nos connaissances, le méthane enfermé dans les hydrates est hors de portée des bactéries. Mais les incroyables découvertes récentes sur la vie sous-marine devraient nous inciter à la prudence.
Les scientifiques doivent se réunir pour étudier les enjeux liés aux grands fonds marins, aux hydrates de méthane, à l'exploitation et à la gestion de ces grands fonds. Nous allons bientôt devoir décider selon quelles conditions on peut accéder aux ressources des grands fonds de manière responsable et comment évaluer ces écosystèmes afin de les préserver pour les générations à venir. Les responsables japonais sont particulièrement vigilants à l'aspect environnemental. Des expéditions ont recensé les espèces de plancton dans la mer de Nankai et des outils pour surveiller l'état biologique de l'eau autour du puits ont été installés. La loi japonaise leur impose de restituer le site à l'identique de ce qu'il était avant l'exploitation. Nous avons essayé d'anticiper l'impact que notre test allait avoir sur l'environnement sous-marin, les risques d'occasionner des fuites de méthane et les changements de la topographie. En janvier 2013, le Chikyu se rend dans la fosse de Nankai pour le premier test d'exploitation offshore d'hydrate de méthane. Ce test doit couronner une aventure scientifique et technique de plusieurs années. Aussitôt parvenu au-dessus du réservoir, le Chikyu déploie ses incroyables outils. De précédentes missions ont déjà préparé le test en creusant des puits destinés à l'observation et au monitoring de l'exploitation. Le forage du puits d'extraction a été amorcé. Nous avons commencé par poursuivre le forage du puits principal jusqu'à la couche la plus profonde des hydrates de méthane. Les premières opérations techniques consistent à rendre opérationnel ce puits d'extraction d'hydrate de méthane. Il faut descendre la pompe dans le réservoir comme à Malik. Installer un dispositif pour interrompre l'extraction du méthane en une poignée de secondes en cas de séisme ou de mauvaises conditions de mer. S'assurer de la parfaite étanchéité des structures. Hors de question que de l'eau ou du gaz provenant du réservoir se répandent dans l'océan. Un tube d'une taille exceptionnelle va relier le Chikyu au puits de production. Il permettra de récupérer le gaz et d'assurer le monitoring de la tête du puits. Koji Yamamoto est impatient de pouvoir lancer la dissociation des hydrates de méthane en pompant de l'eau en dehors du puits. Pomper l'eau fait progressivement baisser le niveau. C'est la même opération que celle effectuée à Malik. Quelques heures plus tard, du gaz parvient au niveau de la mer et enflamme la torchère. Cette flamme brûlera pendant 6 jours, sans interruption. Au final, nous avons pu produire 120 000 mètres cubes de méthane. C'est beaucoup plus que ce qui était prévu avant le test. Si ces résultats semblent favorables, le test n'est pas allé à son terme. L'opportunité de voir comment les hydrates de méthane se comportent sur une plus longue période est manquée. La pompe a absorbé du sable. Elle tournait à plein régime et le sable l'a engorgée, ce qui a causé l'arrêt de la dépressurisation. Malgré des investissements publics considérables en recherche et développement, l'exploitation commerciale des hydrates du golfe de Nankai bute encore sur d'importantes difficultés technologiques. D'autres hydrates attirent désormais l'attention, ceux de la mer du Japon, dont on pensait qu'ils n'étaient pas suffisamment concentrés pour être exploités. Des explorations récentes par le professeur Matsumoto ont permis de réviser le jugement initial. En 2005, avec un submersible appelé ROV, un sous-marin d'exploration, nous avons exploré les fonds marins sans relâche. C'est ainsi que nous avons découvert de nombreux blocs d'hydrates de méthane, saillants ou exposés sur le fond de la mer.
Les observations sismiques ont permis de comprendre que les blocs d'hydrates visibles sur le fond de la mer appartiennent à des systèmes géologiques composés de nombreuses cheminées pleines d'hydrates de méthane. Ici, on voit des colonnes blanches qui montent jusqu'à la surface, d'un diamètre allant de 500 mètres à 1 km. Les hydrates de méthane se trouvent au sommet des cheminées. Différentes techniques, dont celles en usage dans l'exploitation des minerais sous-marins, sont à l'étude pour récupérer les blocs d'hydrates. Mais le fait qu'ils puissent remonter parce qu'ils sont plus légers que l'eau et qu'ils se dissocient d'eux-mêmes en venant vers la surface constitue des avantages considérables. Les hydrates remontent donc par le tuyau. Lorsqu'ils atteignent la surface, la température s'élève et la pression baisse, donc les hydrates se dissocient d'eux-mêmes. Mais le plus intéressant se produit ensuite. Les hydrates se reforment dans les cheminées. À l'aide d'un submersible, nous plongeons chaque année aux mêmes endroits pour renouveler nos observations. Et nous constatons par exemple qu'un cratère observé une année peut avoir été rebouché par des hydrates l'année suivante. Combien de fois les hydrates pourront-ils se reformer? Mystère. Mais un mystère intéressant, car il permet de réviser à la hausse les estimations des réserves d'hydrates de méthane. Très récemment, le gouvernement japonais a confié au professeur Matsumoto la direction d'un projet pour exploiter les hydrates de la mer du Japon. C'est une toute nouvelle voie, impliquant d'autres techniques moins coûteuses pour mettre la main sur d'autres hydrates de méthane. Le scénario de l'entrée des hydrates de méthane sur la scène des énergies de transition n'est pas complètement écrit et il nous réserve peut-être encore des surprises. Des pays comme l'Inde, la Corée et la Chine s'apprêtent à suivre l'exemple japonais. Mais les responsables nippons affirment que quelques années et des avancées technologiques seront encore nécessaires pour parvenir à l'exploitation industrielle des hydrates de méthane. Un grand pas vient d'être franchi pour en faire l'une des énergies de transition vers un futur sans hydrocarbures. Un futur dont les terriens et le climat de la planète ont un si grand besoin.